Alors j'ouvre le vlog, on est mercredi, il fait un temps tout pourri. Je vous ai mis des images de lundi et mardi. Hier je suis allée à la librairie, j'ai acheté des livres que je ne peux pas trop vous montrer parce que ce sont des cadeaux. Notamment des livres pour Pénélope, pour un petit swap qu'on va se faire, vous verrez ça. Et puis, il y en a un que je peux vous montrer parce que je ne l'ai pas emballé. Et que la personne à qui je vais l'offrir ne verra pas cette vidéo. C'est Les Sorcières de Brooklyn que je ne connaissais pas. C'est en flânant et en regardant un petit peu ce qu'il y avait que j'ai découvert ce livre. Je vais vous mettre des images, ça sera plus simple. Parce que ça a l'air super sympa. C'est un petit côté Sabrina vibes comme ça, avec une orpheline de tante plus ou moins sorcière a priori. Donc je sais pas trop. Mais voilà, donc ça c'est le seul que je peux vous montrer pour le moment. Ce matin, je suis allée à la médiathèque, mais je n'ai rien filmé parce que je suis allée à l'espace principalement ludothèque. J'ai très rapidement regardé les nouveautés pour voir si vraiment il n'y avait pas un truc incroyable, mais c'était pas le cas. Donc je ne vous mets pas d'image de la médiathèque. Cependant, je suis également retournée en librairie parce que j'étais seule et que du coup je pouvais comment dire, prendre le temps de regarder sans déranger personne, ni faire attendre personne et sans être moi-même stressée, on va dire. Et j'ai vu quelques bouquins qui me font bien envie et que je vais mettre sur ma wishlist. J'ai créé un compte sur Booknode, je ne sais pas si vous connaissez, c'est trop bien. Vous pouvez répertorier tous vos livres, ceux de votre palle, ceux que vous êtes en train de lire, ceux que vous avez envie d'acheter et les classer ensuite eh bien, dans des listes de diamants, or, argent, etc. selon comment vous les avez appréciés. Enfin voilà. Bref, Booknode, c'est trop bien. C'est Pénélope qui m'a fait découvrir. Et maintenant, je remplis ça à chaque fois que je vois un livre qui m'intéresse parce que ça me permet de les garder tous au même endroit et de ne pas les oublier. Donc, j'ai vu, je ne saurais plus les titres, mais je vous mettrai peut-être les couvertures au fur et à mesure que je parle pour que vous voyez, parce que peut-être que vous, ça vous parlera et que vous aurez un retour à me faire sur ces ouvrages. Le seul, évidemment, que j'ai retenu et que je vois à chaque fois que je vais à la librairie, mais sur lequel je ne craque pas, bien que j'en ai très très envie, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. En plus, il est dans une édition trop belle avec la tranche bleue magnifique. Mais j'ai assez de livres à lire comme ça pour le moment, donc je me retiens de le prendre. Et j'attends un petit peu d'écouler mes stocks que j'ai actuellement. J'ai plutôt bien avancé Cuchiel puisqu'il me reste ça à lire. Sur lundi, mardi et aujourd'hui, j'ai lu 500 pages. Je vous en reparlerai. Oui. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Parce que j'ai pris des notes et que je préfère essayer de regrouper les avis de manière à ce que ça soit assez concis et clair, parce que si je m'étale, on ne se retrouve plus. Donc je pense que j'en parlerai peut-être de manière un petit peu trop détaillée, donc pour les personnes qui n'ont pas lu le 1, je mettrai un timer pour passer le passage et pas être spoilé, puisque forcément ça va spoiler des choses du 1. Et pour ceux qui ont lu le 1, comme ça vous aurez mon avis sur le deuxième volume de Cuchiel. Je pense pas trop tarder à lire le 3 parce que je suis petit à petit en train de me faire une pile à lire pour le challenge de Pénélope et Juliette. Donc qui est Dévorez-les tous, un challenge mi-Pokémon, mi-livre, enfin je vous mettrai en barre d'infos les vidéos qui en parlent de Juliette et Pénélope. Et je pense mettre le tome 3 dedans parce qu'il remplit vraiment beaucoup de catégories. Donc je pense que je vais pas trop tarder à lire le 3. Donc voilà, et je pense que normalement, si tout se passe comme prévu, on va le lire en lecture commune avec Pénélope parce qu'elle n'a pas lu le 3. Voilà. Aussi avancé sur Les enfants de l'innommé de Brandon Sanderson, autrement appelé Branderson, qui est un petit peu déstabilisant. Je dois avouer que je m'attendais pas franchement à ça. C'est intéressant, mais ça fait un peu bizarre parce qu'on est vraiment dans un autre univers, un autre style que les archives de Rochard et même que Elantris et que Skyward aussi. C'est encore autre chose. C'est très court, ça fait 250 pages je crois. Et c'est c'est déstabilisant, mais c'est intéressant. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir la fin parce que je me demande s'il va y avoir un retournement de situation. Mais pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Ça sera plus simple d'en parler en ayant tout lu et en sachant où ça va. Voilà. Du coup, j'aurai un avis éclairé sur l'ouvrage. Voilà, donc pour cette semaine, en tout cas à l'heure actuelle, je lis ces deux livres-là et c'est tout. En sachant que Cuchiel, c'est quand même un bon pavé de plus de 800 pages. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'espère le terminer peut-être
peut-être demain soir. Je pense pas avant demain soir à mon avis. Et entamer pour la fin du vlog, peut-être la fin de semaine du coup, un nouveau livre. Et je pense que je vais lire Aurélie Wellenstein, mais bon, vous verrez ça quand je choisirai ma prochaine lecture. Voilà, donc sinon je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour le moment, parce que eh bien, je suis à fond dans QChiel et j'ai un petit peu du mal à décrocher, parce que là on arrive à un moment où ça devient très intéressant. Bref, donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui, je vais continuer ma lecture. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Normalement en fin de semaine, donc a priori, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain, je sais plus, il faut jouer avec Pénélope. On va lire le dernier tome de Blackwater. Donc bah voilà, du coup ça fera quand même une autre lecture. Donc je ne suis pas sûre de terminer celui-ci jeudi du coup. Bref, on verra. Vous verrez ça quand j'aurai posté la vidéo, les dés seront jetés. Voilà. Alors, je vous laisse pour le moment et on se retrouve plus tard pour le retour sur QChiel, peut-être le retour sur Blackwater et probablement le retour sur Les Enfants de l'Innommé de Branderson. A plus tard. Coucou. Alors du coup on se retrouve jeudi, fin de journée, la luminosité commence à devenir mauvaise, mais il faut que je filme ce point maintenant parce que j'aime bien en fait faire un petit peu chaque jour des petits clips. Déjà moi ça me permet de me repérer, et puis ça permet aussi de tenir au courant des avancées parce que sinon ce n'est pas un vlog, et dans ce cas là je fais des points lecture. Mais j'aime bien le vlog, donc je vais un petit peu vloguer maintenant, même si ça va être assez court parce que, je vous explique, il me reste 200 pages à QChiel, donc pas de point lecture pour le moment, peut-être demain, j'espère. Donc voilà, ça se lit, c'est comme le premier, la deuxième moitié est hyper addictive et ça se lit hyper vite, c'est incroyable. Mais voilà, donc j'en reparlerai. Et j'ai également lu avec Pénélope quasiment la moitié de Blackwater hier soir, pas tout à fait, parce qu'on était fatigué, qu'il était tard, mais on a lu quasiment la moitié. Donc c'est le tome 6, Pluie. Et franchement, on s'est arrêté à un moment. Vous voyez, ce genre de moment où normalement on ne peut pas s'arrêter. Bon, bah on s'est arrêté exactement à ce genre de moment. Donc, bon, c'est assez génial, mais pareil, j'en reparlerai parce que ça mérite bien un petit point à part entière. D'ailleurs, je pense, sans aucune originalité, faire une vidéo dédiée à Blackwater parce que vraiment, vraiment, j'ai adoré cette saga. Je suis pas forcément quelqu'un qui suit beaucoup la hype et les trucs qui sortent. Pas forcément. Assez peu même d'ailleurs. Enfin, je regarde ce qui sort et tout, mais je veux dire, je vais pas acheter j'achète en fait peu de livres récents finalement. De manière générale, ça m'arrive assez peu. Et Blackwater, sincèrement, je vous l'avais dit, hein, je l'ai acheté parce que la couverture était magnifique et que ça m'a donné envie de le lire. Comme quoi, c'est bête, mais ça peut jouer. Bref. Et franchement, j'ai tellement aimé cette saga. Alors après, il me reste la fin. Ça se trouve, sur la fin, je vais être profondément déçue. J'en doute, mais j'ai tellement aimé cette saga, mais tellement, c'est tellement bien. Franchement, c'est incroyable, mais j'en reparlerai. Bref, et du coup, je ferai une vidéo dédiée. Et pour faire cette vidéo dédiée, je me ferai un petit ridathon Blackwater où je m'enchaînerai les 6. Franchement, ça se lit vite, donc ça va me prendre peut-être autant de temps que lire tout un tome de QChiel, quoi. J'exagère à peine. Voilà, donc je suis sur ces deux lectures. Et sur les enfants de l'Innommé, que je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'hier soir je me suis couchée, j'étais fatiguée, j'ai très peu lu. Donc je peux pas trop en parler. C'est vrai que je le lis en ce moment en étant un peu fatiguée, du coup j'ai peut-être du mal à rentrer dedans. Donc bon bref, je reviendrai dessus de toute façon. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai plein de trucs à faire et je vous ferai un point demain. Donc on se retrouve demain. Du coup en fait, à tout de suite pour vous. Alors on est
vendredi, je viens de tourner ma vidéo pour mercredi qui est le bilan de lecture d'octobre. J'ai pas mal lu en octobre, hein. Du coup ça m'a permis de compter et tout ça, j'ai quand même lu 23 livres donc je suis assez contente. Sinon, j'ai fini. Ah bah je l'ai pas là, Blackwater 6. Franchement je sais pas si je vais réussir à en parler parce que... je suis trop triste que ce soit terminé. Je suis encore en train de le digérer, donc je sais pas si je vais en parler là. Peut-être pas là. Mais bref, je vous en reparlerai. En tout cas, sachez, toujours est-il, que c'était génial, que la fin est tellement bien pensée et tellement cohérente avec le reste. Je pense que certaines personnes seront peut-être déçues, bien que quand même il y ait un cycle qui se termine, donc quelque part c'est une vraie fin. Mais oui, bon, je sais pas. Mais en même temps, on peut pas faire une vraie fin à une histoire familiale où on a des personnages de tout âge et de tout... Enfin voilà, il y aura jamais de fin en fait si vous voulez. Mais bref, je sais pas. J'y reviendrai je pense plus tard, bien que je dise ça, mais qu'on est vendredi et que je dois poster la vidéo demain, donc je ne sais pas si j'y reviendrai. Toujours est-il que, je vais voir, je sais pas trop encore, mais j'ai terminé... non, j'ai pas terminé, j'ai presque terminé. Le tome 2 de Kushiel, il me reste 150 pages, je crois. Donc je vais vraiment très très fort essayer de le terminer bah là, pour clôturer ce vlog avec Kushiel et puis pour entamer une nouvelle lecture ce week-end. Ça me plairait bien. Parce que c'est vrai que même si j'aime beaucoup Kushiel, j'ai très envie là En fait déjà j'ai très envie de savoir, donc j'ai envie de terminer pour savoir. Et j'ai très envie de lire autre chose là, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de lire, je sais pas, soit Aurélie Wellenstein, je sais pas. En fait je crois que j'ai envie de choisir un livre peut-être. Bref. Oui non, moi je ne fais pas de planning de lecture, j'aime trop choisir sur le moment là ce que je ressens. Vous savez, quand vous êtes devant votre bibliothèque, comment vous ressentez les trucs là. Bah moi j'aime bien ça, donc je ne planifie pas tellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon en fait rien, mais du coup je vous prends pour rien dire parce que au final j'ai pas parlé de Blackwater, j'ai pas fini Les Enfants de l'Innommé et j'ai pas non plus fini Kushiel. Bon bah du coup je vais vous laisser. Je vous reprendrai, bah de toute façon il faut que je vous reprenne plus tard pour clôturer a priori. Soit clôturer en vous parlant de Blackwater et de Kushiel, ce que j'espère très fort, soit clôturer en vous disant bah, j'ai pas le courage de parler plus ou j'ai pas terminé. On verra bien. Donc je vous dis probablement à ce soir. Ça m'embête parce que j'aurai une luminosité toute pourrie. Ou alors je clôturerai demain matin. Je sais pas. Bon bref, je vous laisse avec mes dilemmes fort peu intéressants. Allez, à plus tard. King of the road, trailer for sailoring, that trailer for sailoring, ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay no trailer for sailoring. Alors on se retrouve, on est samedi fin de matinée à peu près. Je profite de quelques instants que j'ai de dispo pour filmer le point lecture de Kushiel et le point lecture de Blackwater que j'ai tous les deux donc terminé. J'ai terminé Kushiel hier soir assez tard, passé minuit, mais en fait de toute façon je n'aurais pas pu ne pas m'arrêter très franchement parce que c'était assez prenant. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kushiel, on est dans un monde fantastique, assez proche du nôtre, enfin pas hyper éloigné, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de système de magie, il n'y a pas de trucs fantastiques incroyables, mais c'est pas vraiment non plus notre monde. Donc dans cet univers, on suit principalement donc la narratrice qui s'appelle Phèdre, qui est une servante de Nahama, qui est l'une des déesses de la culture de la Terre d'Ange. Et en fait, dans cette culture spécifique de la Terre d'Ange, il y a ce qu'on appelle la cour de nuit. La cour de nuit étant différentes maisons qui sont dédiées au plaisir sensuel principalement. Alors à différents niveaux, puisque dans le tome 2 par exemple, on va voir un servant de Nahama qui masse.
mais il y a toujours un aspect sexuel dans tous les cas. Mais voilà, il y a tout le panel de la sensualité. Chaque maison en fait a sa spécialité. Phèdre naît dans cette... enfin, pas vraiment dans la cour de nuit, mais bref, elle va être dans la cour de nuit, elle va être élevée dans l'une des maisons. Malheureusement pour elle, elle a un défaut physique, ce qui n'est absolument pas toléré pour les servants de Naama. Elle a une tache dans l'œil gauche qui l'empêche d'être, eh bien de servir à proprement parler, en tout cas physiquement, la déesse. Sauf que Phèdre va être repérée par un homme qui s'appelle Anafiel Delaunay, qui va voir en elle, en fait, dans cette marque qui est vue comme un défaut jusque-là, qui va voir lui la marque d'un des dieux de leur religion, qui s'appelle donc Cuchiel et qui est un dieu un petit peu vengeur, on pourrait dire, qui associe le plaisir à la douleur, enfin bref. Je vais pas trop en dire, c'est un peu compliqué de résumer, parce que plus j'avance, plus j'ai d'infos et plus c'est difficile de résumer. Bref, donc Phèdre, notre personnage, va être reprise, en fait, rachetée entre guillemets, par Anafiel Delaunay à ses 10 ans et il va l'éduquer. Et lui, en fait, elle a reçu jusque-là une formation pour être une servante de Naama. Donc pour les plaisirs plutôt sensuels, la manière de se tenir, la manière d'être, enfin voilà. Et lui va ajouter à ça, en fait, pendant 10 ans, plus ou moins 10 ans, une formation d'espionne. Donc Phèdre va se retrouver avec une double formation qui font d'elle l'espionne parfaitement idéale, puisqu'elle peut glisser ses oreilles partout, qu'elle sait se déplacer, qu'elle sait écouter, poser les bonnes questions, qu'elle parle 4 langues, je crois, enfin bref, voilà. Et donc on va suivre le personnage de Phèdre au moment où elle va sortir de sa formation, où elle va s'engager au service de Naama, et où elle va un petit peu servir les intérêts d'Anafiel Delaunay en espionnant, et elle va découvrir un complot, et voilà, ça c'est le tome 1. Donc j'espère que j'en ai pas trop dit, je vous avoue que moi quand je l'ai lu j'en savais pas trop, et ça ne m'a pas déplu, mais je sais que ça peut être bien d'avoir un résumé parce que parfois il en faut un petit peu plus qu'une couverture pour se donner envie. Bref, donc je vous ai déjà fait un résumé, enfin je vous ai déjà fait je vous ai déjà donné mon avis sur le tome 1, donc je vais directement parler du tome 2. Je vais essayer de parler d'abord de choses qui vont pas être spoilantes, et si ensuite je commence à dire des trucs un peu spoilants, je vous dirai, je vous indiquerai, je mettrai un timer pour éviter que vous soyez spoilés si vous n'avez pas lu le 1 et que vous avez l'intention de le lire. Donc, ce que je peux vous dire qui ne soit pas spoilant. Dans le tome 2, au début, on a un résumé du tome 1 qui est fait, mais ce n'est pas un résumé sous forme de résumé, c'est assez bien fait, c'est mêlé à l'histoire, et ça permet vraiment de rappeler et les enjeux et les personnages du précédent tome sans être trop lourd et trop pénible. Et tout au fil sur la première partie du récit, des rappels qui sont faits, des petites piqûres de rappel qui permettent de se remettre en tête les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans cet univers, et c'est parfois difficile de se rappeler de tout le monde. C'était pour moi un vrai plaisir de retrouver l'écriture de Jacqueline Carré. Alors c'est une traduction, je ne sais pas comment elle écrit en VO, mais en tout cas je pense qu'elle écrit bien et que la traduction est bonne, puisque c'est quand même un bon pavé, hein. On a 826 pages je crois, et ça se lit quand même tout seul. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a beaucoup d'histoires personnelles aussi, beaucoup de destins qui se croisent, et pourtant on arrive à suivre, on est dedans, et même les moments où on est un petit peu perdu, je trouve que l'écriture permet de nous raccrocher assez facilement et de revenir à l'histoire quand on se retrouve parfois un peu largué à certains moments. Donc pour moi c'est vraiment une bonne écriture, c'est ce genre d'écriture vous savez qui qui vous prend par la main et qui vous emporte. Comme je vous l'ai dit hier, la narratrice c'est Phèdre. Donc je trouve que à ce titre l'écriture est très bien faite également, parce qu'il aurait été bizarre que ça soit autrement. Je ne saurais pas vous dire, c'est difficile, il faut le lire un petit peu pour voir de quoi je parle, mais on est sur une écriture qui est assez précieuse, mais sans être maniérée, sans être... En fait, c'est toujours les bons termes qui sont choisis, la bonne façon de parler, la juste façon de parler, et c'est une façon de parler qui correspondrait au personnage de Phèdre, et c'est ça qui est important en fait. Parce qu'on est dans la tête de Phèdre, et qu'il faut qu'il y ait cohérence entre l'écriture de l'autrice et l'intériorité de ce personnage. Et je trouve qu'en cela, c'est vraiment très bien réussi, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de Phèdre. Dans ce tome 2, on a de très bons adjuvants, puisqu'évidemment Phèdre n'a pas que des ennemis, heureusement pour elle. On a de nouveaux, entre guillemets, adjuvants qui vont l'aider dans sa quête, et ils sont très attachants. Phèdre a quand même une capacité, il faut bien le dire, à se trouver des alliés un peu partout, même dans les situations les plus improbables.
Et je trouve ça très bien parce qu'en fait c'est tellement sombre ce qui se passe, surtout autour de Phèdre qui est quand même dans des situations toujours un peu compliquées et peut-être un petit peu difficiles pour nous à envisager à certains moments. Le fait qu'elle trouve toujours des alliés de par sa personnalité qui est profondément humble, qui est profondément gentille, qui ne prend personne de haut malgré ce qu'elle est et les prétentions qu'elle pourrait avoir, entre guillemets, fait qu'elle se trouve toujours des alliés et c'est en fait on a envie que les gens soient aussi un peu gentils avec elle et qu'il n'y ait pas que des méchants toujours contre elle à vouloir lui faire du mal si vous voulez. Donc le fait qu'elle se trouve des alliés, et toujours des alliés improbables bien évidemment, c'est... on pourrait croire que c'est tiré par les cheveux, mais moi je trouve ça chouette, bien fait. Ça jalonne le récit toujours en fait, qui est assez sombre finalement, de petites lueurs en fait, de petites lumières comme ça qui guident son chemin vers la résolution et la fin du roman. À un moment donné dans ce tome, Phèdre va avoir une véritable réflexion, et j'ai trouvé ça très juste, sur le poids qu'elle porte, la culpabilité qu'elle a à envoyer des personnes mourir. Alors on pourrait dire pour elle, c'est pas vraiment pour elle, c'est dans des intérêts politiques supérieurs ou tout ce que vous voulez. Mais justement, elle ne considère pas que la vie des gens ne vaut rien, elle considère que chaque vie vaut quelque chose, que chaque personne qui meurt dans les conflits politiques, quels que soient ces conflits et quelle que soit la justesse la justesse de la cause qu'elle défend, eh bien chaque vie vaut quelque chose et elle pense à chaque fois à la famille des personnes. Pour elle, c'est un poids à porter et elle réfléchit vraiment avant de demander de l'aide. Elle réfléchit vraiment à toutes les solutions pour ne pas avoir à faire tuer des gens pour elle, même si elle est prête à se sacrifier, elle ne voit pas les gens en restant derrière, elle est toujours en avant, mais elle réfléchit sincèrement à ça et elle essaye toujours de trouver des solutions qui soient non meurtrières en fait. Et j'ai trouvé ça très bien parce que finalement, dans toutes ces grandes épopées de fantasy, on envoie tout le temps des armées de 1000, 2000, 3000, 10 000 hommes s'entretuer, il y a des massacres constants et en fait on se fiche du sort de ces petites gens. Et finalement, moi personnellement, et je pense une grande majorité d'entre vous et d'entre nous, nous sommes des petites gens et je trouve ça toujours très dur, cette totale ellipse du prix de la guerre et du prix de la vie des gens. Et dans ce livre, et je ne l'ai pas souvent vraiment vu parce qu'on le voit parfois passer, ah c'est dur d'envoyer des gens mourir, mais c'est en passant. Là il y a il y a un véritable et plusieurs véritables moments de réflexion, où elle va réfléchir à ce poids, où elle va voir des gens mourir et elle va les regarder mourir et elle va essayer de se rappeler de leur visage et où elle prend ce poids sur elle en fait, le poids de cette mort sur elle. Et ça peut paraître peut-être factice, c'est un roman, enfin voilà, mais c'est bien de le rappeler, c'est bien que nous autres lecteurs on se rappelle que la vie des gens ne vaut pas rien, même quand on est juste soldat ou mercenaire ou pirate, voilà. Et j'ai trouvé ça très bien et ça m'a vraiment plu. Il y a beaucoup de culture dans ce tome, plus que dans le précédent je pense, mais dans le précédent on était principalement en terre d'ange, donc on était un petit peu en vase clos. Là, il y a un petit peu plus d'ouverture sur les royaumes autour et on va découvrir un peu les cultures autour et c'est très intéressant parce qu'il y a un gros mélange dans l'écriture. Enfin, l'autrice prend vraiment beaucoup de cultures différentes et fait un gros mélange et mélange même des époques, pour nous en tout cas différentes, mais qui sont contemporaines dans ce roman, où on va retrouver une culture plutôt Grèce antique qui est voisine d'une culture vénitienne, plutôt on va dire Renaissance, qui est voisine d'une culture d'inspiration russe, un petit peu mythologique. Enfin, il y a vraiment un gros mélange. En fait, on sent que l'autrice a beaucoup de connaissances, elle est américaine, hein. Elle a beaucoup de connaissances sur les cultures européennes, et c'est quelque chose qui l'intéresse, parce elle utilise plein de petites choses comme ça pour recréer son monde. On reconnaît des noms, on reconnaît, c'est pas exactement les mêmes noms, mais on les reconnaît, on reconnaît des faits mythologiques, enfin voilà. Et c'est déjà très bien parce que ça permet au lecteur de ne pas être perdu, on a des choses auxquelles se raccrocher en fait, même si on connaît pas tout. Moi j'ai sûrement pas toutes les références qu'elle fait, mais il y en a certaines que j'ai et ça me permet de me raccrocher à ces petites connaissances que j'ai et qu'elle met comme ça, qu'elle saupoudre dans son roman. Et puis c'est bien fait en fait, tout simplement. C'est assez bien fait. Évidemment, toutes les cultures autour de Terre d'Ange ne sont pas hyper développées, c'est logique,
Mais c'est bien fait parce que ça fonctionne comme un continent et ça fonctionne comme de la politique un petit peu européenne, on va dire, plutôt Renaissance. Et du coup, on n'est pas totalement perdu. En fait, la véritable innovation de cet univers, c'est Terre d'Ange et la manière dont ça fonctionne. Parce que ça, je pense que c'est, à ma connaissance, hein, du jamais vu, puisque les femmes et les hommes sont totalement égaux en droit et dans les faits, ils le sont, puisque toutes les sexualités sont tolérées, acceptées et qu'il n'y a pas de tabou autour de cela. Enfin voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est Terre d'Ange, mais le reste autour, ce sont des choses connues. Donc dans le précédent tome, on voyait un petit peu la culture bretonne, donc anglaise, mais anciennement bretonne antique, avec les Pictes, etc. On voyait un petit peu la culture plutôt germaine, pareil, antique, d'époque gauloise, si vous voulez, de l'Antiquité. Enfin voilà, et on croise un petit peu toutes ces... On voyait aussi un petit peu la culture peut-être plus nordique d'ailleurs, plus que germaine, peut-être nordique même, mais bref. Et là, on est plus dans des cultures un peu du sud, mais bref, moi j'aime bien ça, franchement. Alors, ça peut, peut-être si vous êtes très érudit en matière de culture européenne, ça peut vous heurter parce que je pense qu'elle dit des choses, enfin, il y a des choses qui sont pas peut-être assez justes d'un point de vue factuel. Mais moi, ça me plaît, j'aime bien ça. J'aime bien avoir des petits points d'accroche comme ça, voilà. On est sur une structure, encore une fois, assez classique en fantasy, je pense, à ma connaissance, avec une première moitié où on va développer les enjeux, on va commencer à mettre en place tout le cheminement de la quête et de l'aventure, et sur une deuxième moitié où il y a une grosse accélération des aventures, des actions et voilà, de tout en fait. Donc c'est, je pense, une structure assez somme toute assez classique, hein. C'est pas innovant en termes de structure, ça marche bien si on s'accroche à la première moitié, si on s'accroche aux enjeux, si on s'accroche au passage plus lent en fait, et que ça nous plaît, en fait ensuite ça va tout seul. La première, en fait moi j'ai l'impression, après c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être pas du tout dans les faits, mais j'ai souvent cette impression dans ce genre de structure que la première est un petit peu plus laborieuse parce qu'on est dans on pose des bases qui sont nécessaires à la suite, mais une fois qu'on attaque, en fait vous savez comme si c'était une montée, et quand on est dans la descente, là ça va super vite et on est pris dans le jeu, et moi j'ai cette impression, vous savez, de ne pas réussir à lire assez vite par rapport à ce que j'aimerais. C'est voilà, c'est frénétique un peu comme ça. Et moi ça me plaît bien, ça me dérange pas, dans la mesure où l'univers me plaît, où les enjeux me plaisent, où l'écriture me plaît. Effectivement, si l'univers ne m'avait pas autant plu et l'écriture ne m'avait pas autant séduite, c'est sûr que cette première partie qui était un petit peu plus lente aurait pu être en fait fatale à ma lecture. J'aurais peut-être pu juste en avoir marre. Donc ça c'est à vous de voir en fait si ça vous plaît ou pas. Moi ça, voilà, ça marche sur moi, donc si ça vous intéresse, allez-y. Si vous avez aimé le 1, lisez le 2, et si vous n'avez jamais découvert ni l'un ni l'autre et que vous êtes à l'aise avec ce genre d'univers très tourné autour de la sensualité et la sexualité, allez-y parce que c'est une bonne lecture. Donc dans l'ensemble on est sur une très bonne lecture à mon sens. C'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture parce que les enjeux à la fois politiques, dont les grands enjeux politiques, et les enjeux personnels m'intéressent. C'est-à-dire que je suis intéressée par les histoires qui concernent l'univers, on va dire, et les histoires qui ne concernent que Phèdre et son entourage intime. Je vais pas trop en dire parce que ça serait dévoiler des choses, mais les deux me plaisent. Les deux sont cohérents, je trouve, et les deux sont... voilà, ça m'engage en fait, ça engage de ma personne, ça me donne envie. Si j'avais un petit regret dans cette lecture, c'est que j'ai eu l'impression dans la première moitié, quand, on va dire, comment je peux dire ça, c'est trop en dire, quand l'aventure va commencer doucement à démarrer, il y avait des petits éléments, enfin il y a une histoire de recherche, il y a une recherche qui se met en place, et il y a des petits éléments que j'ai trouvé un peu factices, parce que vous savez, c'est ces histoires où au début on n'a rien du tout, on ne sait pas où on va mais on y va, où on a une toute petite info, et d'un coup plein d'éléments arrivent, et plein de choses arrivent, et plein de choses se dévoilent, et en fait là où j'ai un peu un regret, c'est que normalement dans un livre très bien fait, ces éléments, on est capable de les palper, de les retrouver. Ça veut dire qu'ils ont déjà été donnés, mais de manière tellement subtile qu'on ne les a pas saisis à l'instant T. Mais si on retourne en arrière, on peut les retrouver. Et là, c'est pas vraiment le cas. C'est un petit peu amené comme... voilà, c'est amené comme ça et puis c'est tout quoi. Ça, c'est un petit peu quelque chose que je regrette parce que moi, c'est peut-être mon esprit un petit peu lectrice, comment dire, qui s'engage dans le récit, pas passive quoi, un petit peu active. J'aurais aimé qu'on me donne ces petits éléments pour avoir les clés.
c'est un petit regret parce que dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai été surprise, il y a eu des petits retournements de situation comme ça qui m'ont surprise et que j'ai vraiment bien apprécié. Vous savez, ces moments où d'un coup d'une page à l'autre la situation a totalement changé et mais de manière bien faite. Il y a une révélation qui se fait et on se dit non mais waouh quoi. Voilà, bon bref, sur moi ça marche très bien, ça a très bien marché. Je vais passer à la partie peut-être un petit peu spoilante, je vais parler un peu de personnages plus précis. Donc, si vous ne voulez pas savoir du tout, parce que ça va forcément vous donner des indications sur la fin du 1, je vous mets ici, là où vous devez aller pour passer toute cette partie un peu spoilante. Et puis on se retrouve après pour Blackwater. Alors, pour ceux qui ont lu le tome 1 du coup, et qui vont voir de quoi je parle, on retrouve bien évidemment au début du tome Jocelyn et Phèdre qui sont ensemble à Montrèves. J'ai un peu eu du mal, un peu regretté certaines choses par rapport à leur relation. Parce que quand on termine le 1, ils sont à deux, ils sont heureux, ils sont fous d'amour. Je dis pas qu'ils sont pas fous d'amour, hein, ils sont toujours fous d'amour parce que c'est limite inscrit dans leur sang, hein, voilà. Mais on passe d'une situation qui est extrêmement positive pour les deux et on se dit ouf, enfin ils sont heureux. Et dès le début, leur relation se détériore parce que Phèdre fait un choix qui est de retourner en Terre d'Ange, enfin à la cour, pour retrouver Mélisandre. Là je spoil rien puisque c'est la fin du 1, hein, voilà. Donc à partir du moment où elle reçoit le message de Mélisandre et qu'elle reçoit sa cape sanguire, elle veut retourner à la cour. Et ça, le 2 commence comme ça, et en fait, dès le début du 2, il y a une grosse détérioration de leur relation amoureuse qui, moi, m'a au début rendu triste et très rapidement agacée. Parce que, évidemment, comme la narratrice est Phèdre et non pas Jocelyn, qu'on n'a pas différents points de vue internes, on ne suit que Phèdre. Du coup, si vous voulez, on n'a pas l'intériorité de Jocelyn, on n'a pas tous les enjeux qui se passent dans sa tête et dans son cœur. Et du coup, on a l'impression que c'est un peu un relou qui fait des histoires pour rien. Et c'est assez paradoxal parce que je comprends que Jocelyn ne veuille pas que Phèdre se remette au service de Nahama et des relations avec d'autres personnes que lui. Puisque lui, bah voilà, il n'est pas dans ça, quoi. Et donc je comprends qu'il soit en colère et qu'il soit triste et qu'il soit tout ce que vous voulez. Mais il passe tellement de temps à se chamailler, à se chercher, à se blesser l'un l'autre que ça en devient agaçant. Voilà. Et ça m'a un peu rendu triste parce que moi j'aime bien leur relation à tous les deux. Je vous dis pas ce qui se passe par la suite parce que bien évidemment ça va évoluer. Il y a 800 pages, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà. Là je vous parle vraiment du début de leur relation. Ça dure un certain temps, cette ambiance très conflictuelle entre les deux, très rupture. Voilà. Mais bon, ça m'a un petit peu agacée si vous voulez. J'étais... Voilà, j'avais pas envie de ça en fait. Alors, autre personnage qui est très intéressant, c'est évidemment Isendre de Courcelles, donc la reine de Terre d'Ange, qui est un personnage que j'ai perçu vraiment comme un mélange entre Aliénor d'Aquitaine et Guenièvre. Elle est assez incroyable parce que, encore une fois dans ce tome, elle passe au-dessus de sa volonté personnelle, que ce soit de colère, de vengeance, de tout ce que vous voulez, pour le bien du royaume. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'aime dans Cuchiel. C'est que les personnages, en tout cas les gentils personnages plutôt, notamment Phèdre et Isendre et d'autres aussi, ont cette... arrivent en fait à passer au-delà de leur passion humaine personnelle pour autre chose qui concerne plus de gens qu'eux-mêmes en fait. Et ça peut paraître très idéalisé parce que dans la vraie vie qui ferait ça, peut-être. Mais peu importe parce qu'on est quand même sur des personnages qui sont à la limite héroïque. Enfin je veux dire Isendre, elle tient plus d'une demi-déesse guerrière que d'une femme mortelle. Et de toute façon, la plupart des gens en Terre d'Ange sont décrits comme tels, sont des descendants de dieux, de déesses, et sont quasiment des demi-dieux, on dirait. Donc ils ont une vie plus longue que les autres humains. Enfin voilà, il y a quelque chose de très, très divin dans ce qu'ils sont. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Isendre. On va découvrir un nouveau personnage féminin qui n'est pas énormément développé, mais je pense qu'on va la retrouver dans le 3, que j'ai aussi beaucoup aimé, qui fait partie de la famille royale, il me semble, et qu'on n'avait pas encore vu. Je trouve que les personnages féminins sont dans l'ensemble assez bons. Même Mélisandre, que je déteste profondément, et qui est là pour être détestée profondément, elle est très bien faite. Elle est vraiment... en fait, elle est, si vous voulez, l'exact opposé, il y a un terme pour ça, mais je ne sais plus. D'Isendre d'un point de vue physique et d'un point de vue bref, mental, moral, enfin c'est un petit peu, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu peut-être classique, manichéen, mais moi j'aime bien, je trouve que ça marche bien parce que
c'est une histoire qui fait que, et puis il y a Phèdre qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de ça, et qui est incroyable, et que j'adore Phèdre, parce qu'elle est toujours humble, parce que quand elle ne l'est pas, elle est capable de prendre du recul sur sa personne, de se remettre en question, ce qui n'est pas souvent le cas des personnages, et de changer certaines choses en elle. Elle est capable de comprendre autrui, elle fait preuve d'empathie, elle fait preuve... Enfin voilà. Pour moi, Phèdre, elle a énormément de qualités, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, et beaucoup plus que dans le 1 d'ailleurs. Mais je pense que c'est une relation entre Phèdre et le lecteur qui se construit au fur et à mesure tout doucement. Je n'ai pas trop de choses à ajouter concernant Cuchiel parce que je ne veux pas trop en dire, je pense que ça se découvre. Le tome 2 était très intéressant, c'est un peu la suite du... Enfin, c'est clairement la suite du 1 en fait. Mais il y a une... Comment dire? C'est pas une suite... je vous ai dit à la fin du 1, si on veut s'arrêter, on peut s'arrêter quelque part. Il n'y a pas de problème, il y a une unité. Et là c'est pareil, il y a une unité... Il y a une unité en soi dans ce tome, mais on sent bien que ça appelle à un 3e tome, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà. Je vais arrêter pour Cuchiel. Je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse. Moi, j'ai hâte de faire la lecture commune avec Pénélope du tome 3 et de découvrir ce qu'il va se passer pour Phèdre, que j'adore beaucoup trop. Voilà. Ensuite, j'ai terminé Blackwater, le tome 6, et je parle beaucoup trop, ce qui est bien parce que j'avais pas beaucoup de rush, et là je me retrouve à parler. Donc j'ai terminé le tome 6 de Blackwater qui s'appelle Pluie, qui est tout aussi beau que ses congénères, voilà. Donc qu'est-ce que je peux en dire sans trop spoiler? C'est un petit peu compliqué, c'est un tome 6, mais je peux vous dire quelques trucs quand même. Donc ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, on est sur, à mon sens, une écriture magnifique. C'est-à-dire que Michael McDowell est quand même extrêmement talentueux en termes d'écriture. Il a voulu et a pensé un roman, je vous l'ai dit hier, qui se veut populaire, qui est accessible. Mais cela ne l'empêche pas d'écrire avec brio, et d'écrire très bien. Et comment dire, vous savez, c'est comme faire un plat familial généreux, mais avec des ingrédients nobles, et qui en font quelque chose de délicieux, malgré peut-être... le fait que c'est peut-être pas voilà, ce qu'on servirait dans un restaurant gastronomique. Ben voilà, c'est exactement ça. Moi et mes comparaisons, bon bref, c'est pas grave, vous avez compris. C'est exactement ça. L'écriture est très belle. On se retrouve avec des métaphores magnifiques. On se retrouve avec des figures de style utilisées de manière parfaitement fluide, mais qui mettent en avant des choses de manière subtile. Qui, vous savez, c'est un petit peu ce relief qui fait ressortir à un moment donné de manière assez subtile un élément, une chose intéressante. Donc par exemple, un moment, ça spoil rien, hein, un moment, un personnage voit Elinor à un endroit d'une pièce et il la voit comme dans le cercueil d'un autre personnage qui est mort précédemment. Et vous savez, c'est un petit peu ces moments de vision comme ça de personnages qui mettent en exergue un instant précis et qui sont presque, comment on peut dire, des moments de prédiction, comment dire, où on voit l'avenir, en fait, je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas les mots, j'aurais peut-être dû chercher mes mots avant parce que ça aurait été plus simple, je perds un peu mes mots, mais bref, ce genre de choses comme ça qui mettent en avant un moment précis, un instant, une sensation, et qui sont amenées de manière délicate et on peut parfaitement passer à côté, mais en fait, si vous voulez, votre esprit s'accroche un petit peu à ça quand même, c'est pas lisse comme quand on déroule le récit, il y a l'esprit à un moment qui va s'accrocher à un petit truc. Il y a des métaphores aussi qui sont très belles, des oxymores. À un moment, je me souviens d'un passage où on parle d'un capharnaüm, donc terme extrêmement négatif, de saleté, de grouillant, et d'un capharnaüm de soie, de laine et de bijoux, je crois. Enfin, vous voyez toutes ces choses comme ça qui sont... qui accrochent, voilà, et qui en font une écriture qui est belle, tout simplement. Autre moment que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue stylistique et écriture, et même structure, c'est la présence encore une fois de la lumière qui dans Blackwater est une présence négative. La lumière n'apporte pas des bonnes choses, la lumière n'est pas positive. Ça on l'a relevé avec Pénélope quand on a lu ce tome et c'est vraiment étonnant et un peu déstabilisant parce que quand vous êtes dans le noir et que vous voyez de la lumière, a priori on est sur quelque chose qui, voilà, la lumière c'est on suit la lumière pour sortir si vous voulez. Et là la lumière, eh bien il vaut mieux pas la suivre parce qu'elle est négative, qu'elle ne va rien apporter de bon. Et vous voyez, c'est toutes ces petites choses à côté desquelles on peut passer quelque part. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà.
On peut lire le récit au premier degré de manière très littérale et ça passe très bien. Mais c'est toutes ces petites choses quand on a l'esprit peut-être un petit peu aiguisé ou qu'on aime bien être un petit peu un lecteur actif plutôt qu'un lecteur passif. Et attention, je mets une parenthèse, il n'y a aucun problème d'être un lecteur passif. Hein. Je pense qu'on est tous plus ou moins passifs-actifs selon les livres qu'on lit et les périodes dans lesquelles on est. Mais bref, toutes ces petites choses qu'on va relever et qu'on va voir et qu'on va sentir et qui, vous savez, va donner de la saveur à la lecture. Et ben on est là-dedans avec Blackwater pour moi et c'est tout le génie de l'auteur et de ses bouquins. Tout dans ce tome-ci on retrouve un petit peu des 5 tomes réunis en un. On a du fantastique, on a de l'horrifique, on a de la poésie, on a des moments d'émotion très fortes, on a un peu de tout, un petit peu d'humour noir, un petit peu de cynisme, un petit peu de... Enfin voilà, il y a un peu de tout dans ce tome. Il y a aussi quand même beaucoup de tristesse, malheureusement, parce que les personnages sont un petit peu, en tout cas certains personnages sont vieillissants, et c'est difficile pour nous qui les suivons depuis qu'ils ont peut-être la vingtaine, de les voir vieillir et de voir comment ils vieillissent, même si c'est certainement très réaliste, puisqu'il est rare d'arriver dans un âge très avancé sans avoir évidemment des séquelles de la vie, c'est évident. Donc voilà, c'est triste pour le lecteur qui s'est attaché à ces personnages, mais c'est la volonté de l'auteur de conclure ce cycle de la saga des Casquets, et il faut bien qu'il soit conclu de toute façon. Donc de cette manière-là, l'auteur va terminer son cycle, va totalement clôturer... voilà, c'est un cycle qui se termine, c'est un cycle qui est bien fait, qui se termine bien, qui se termine en apothéose et qui est parfaitement cohérent, qui est mieux que ce que je m'attendais. J'avais un peu peur d'être déçue bien évidemment et je ne l'ai pas été, bien au contraire. On suit un petit peu, vous savez, en fait la vie des Casquets est très rythmée par la nature, ils vivent à côté de la forêt, à côté de l'eau, etc. Et ça donne vraiment cette impression d'un cycle naturel qui se termine, un petit peu comme les saisons, un petit peu comme voilà, et la vie qui continue. Mais nous, on ferme le cycle d'une partie des personnages Casquets que l'on suit depuis le début, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment excellemment bien fait. On n'a pas toutes les réponses, par exemple sur les intentions d'Elinor quand elle est venue à Perdido. Et en fait, si vous voulez, on a des petits éléments de réponse qui permettent de ne pas se sentir frustré, de ne pas avoir une réponse claire et concise. Et en même temps, peut-on attendre d'Elinor une réponse claire et concise? Je ne pense pas. C'est une créature mystérieuse qui l'a été, le restera. On ne saura jamais le fond de ses intentions, le fond de sa pensée quand elle est venue à Perdido, mais peu importe, parce que ça lui est propre et qu'on a suffisamment de début d'éléments de réponse pour se l'imaginer ou pour se faire sa réponse qui est valable et cohérente avec tout le récit. Voilà. Il y a des choses que j'ai particulièrement aimées dans ce tome, il y a des moments de vérité enfin révélés, notamment entre Oscar et Elinor qui ont une discussion qui montre qu'Oscar n'a jamais été vraiment dupe d'Elinor, ou en tout cas ne l'est plus depuis très longtemps, mais il l'accepte comme elle l'est, il l'aime comme elle l'est, et il ne veut pas forcément tout savoir lui non plus, un petit peu comme nous en tant que lecteurs, même si, ouais, si nous on voudrait savoir, mais bon, il veut pas tout savoir de ses secrets, il veut juste avoir certaines réponses, et elle lui répond, elle ne lui cache plus les choses, et il y a ces petits moments de vérité, de lucidité entre les personnages, qui sont très bien faits, très bien menés, très beaux, et surtout qui, quand vous avez suivi ces personnages depuis le début, qui vous touchent parce que vous vous rendez compte que des personnages que vous pensiez un peu naïfs, moi je vous avais dit, dans le tome 1, Oscar m'agaçait, je le trouvais neuneux, naïf, et en fait on se rend compte qu'il ne l'est pas, qu'il ne l'a, en tout cas qu'il ne l'est plus depuis très longtemps, mais en fait quelque part il s'en fiche, peu importe quoi, c'est comme ça, et puis il vit avec ça, il est heureux comme ça. Dans ce tome, il y a une forte présence des morts, des esprits vengeurs et de l'horrifique. Ça fait un petit peu peur, mais ça aussi, c'est un aspect mystérieux qui ne sera jamais révélé. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment c'est possible. On ne sait pas comment il est possible que seule Elinor n'ait pas peur. Enfin, si, ça on peut comprendre, mais on ne sait pas comment ça se fait, comment c'est possible qu'elle n'intervienne pas devant ce qui va se passer, vous allez le découvrir. Et en même temps, cet aspect un peu mystérieux est important parce que c'est l'essence du livre. C'est-à-dire que
Si tout était révélé, ça serait un petit peu comme je vous disais dans une cosmologie de monstres. En fait, on veut savoir, mais quand on sait tout, on est déçu parce que il ne peut pas y avoir d'explication rationnelle à un fait fantastique si vous voulez. Donc il faut accepter qu'il y ait une part de mystère qui reste, qui perdure, qui soit là et qui fasse que bah, ça fonctionne justement. Et oui, c'est un petit peu frustrant, mais c'est ça qui fait que ça fonctionne. Le fantastique, l'horrifique, si on vous dévoile tout, bah c'est fini, ça tombe comme un... C'est un œuf au plat crevé si vous voulez. Il n'y a plus d'intérêt. Et je trouve que Michael McDowell fait ça très bien parce qu'il donne suffisamment pour qu'on ne soit pas trop frustré, mais il garde suffisamment de mystère pour bah, qu'on reste dans qu'on apprécie notre lecture jusqu'au bout en fait. Et ça c'est vraiment très bien fait. Dernier point, Elinor jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce tome, sera une femme puissante, une femme surnaturelle, profondément mystérieuse, profondément mystique, avec des... Si vous voulez, c'est la seule dont on ne sait pas les intentions, dont on ne devine pas complètement les intentions avant que les choses soient réellement faites. C'est la seule qui ne dit jamais tout, c'est la seule dans laquelle on est... Je ne pense pas qu'on soit à un quelconque moment dans son intériorité, ou alors vraiment très peu. C'est Elinor. C'est Elinor qui porte le livre. C'est Elinor qui fait que le livre existe, car si elle n'était jamais venue à Perdido, eh bien, rien ne serait arrivé, si vous voulez. Donc, Elinor jusqu'au bout, personnage grandiose, parfois détestable, parfois violente, parfois mauvaise, parfois très bonne, parfois aimante. Voilà. Elinor, elle est très particulière. C'est un personnage très particulier qu'on ne peut pas complètement aimer, qu'on ne peut pas complètement détester. Voilà, Elinor, c'est un personnage très fort, très envoûtant. En fait, c'est ça. Elle est envoûtante et quelque part, c'est cohérent avec sa nature, je crois. Bref, je vais conclure sur Blackwater parce que c'est un tome 6 et que de toute façon, je ne vais pas tout raconter et que je veux faire une vidéo dédiée, comme je vous l'ai dit. Là, il est difficile pour moi d'analyser plus que ça parce que pour analyser une œuvre, je pense qu'il faut la lire au minimum 2 ou 3 fois. Au minimum 2 fois on va dire, parce qu'évidemment quand on lit une première fois dans un premier élan, on est dans la découverte du fond et on n'est pas tellement dans la découverte de la forme. On voit peut-être les choses qui sautent aux yeux, mais on passe, voilà. Et je pense qu'il y a besoin d'une étude un petit peu plus, d'une relecture plus, comment dire, dans la réflexion, dans la recherche, voilà, pour pouvoir en parler mieux. Je me répète, je me répète, je me répète. J'ai adoré Blackwater, j'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré les détester parfois. Et je suis totalement envoûtée par le charme de cette saga que je vais relire et sur laquelle je vais vous faire une vidéo. Voilà. Je pense que j'ai énormément parlé parce que finalement j'ai lu des livres que j'ai aimés et plus on les aime, plus on en parle. Heureusement pour moi, je n'ai pas terminé Les Enfants de l'Innomé, sinon j'aurais dû en parler et on aurait été mal. Voilà, donc je vais maintenant vous laisser. Je vais aller faire tout ce que j'ai à faire en ce week-end. Et puis je vais aller attaquer une nouvelle lecture, potentiellement un nouveau vlog. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures si vous les avez faites. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me donner des conseils de lecture en fonction de ce que vous voyez que je lis et qui pourrait donc éventuellement me plaire. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!